Alors bonjour à toutes. Le sujet en fait il est composé aujourd'hui. D'abord on va essayer de parler de l'accoutumance, de la routine. Essayer de parler de la routine, ça veut dire que on a choisi de se marier, bien entendu, on se rend compte que les choses elles s'émoussent un peu dans sa vie. Et souvent ça vient de la routine, de l'accoutumance. Parce qu'on est toujours avec la même personne, on vit toujours les mêmes événements, il y a des choses qui se répètent de façon permanente. Et au fur et à mesure de l'exercice, on s'assoit sur une constante qui en fait banalise la vie, vous voyez, et fait que des fois, on peut arriver quelque part on peut arriver sans le savoir à une forme de rejet, parce qu'on est habitué, vous avez compris, comme d'avoir toujours la même robe, toujours la même bague, toujours la même, on a envie de changer, c'est vrai. Oui, donc il y a un phénomène d'accoutumance dans la vie qui est à la fois qu'il faut comprendre. Parce que l'accoutumance c'est une création, c'est Hachem qui a créé ce phénomène. Oui, de la même manière qu'on a des sentiments qui sont des sentiments qui nous permettent d'exister, des sentiments qui sont réels et qui nous permettent d'exister, mais l'accoutumance, l'habitude fait que effectivement, c'est une chose qui a été créée par Hachem, de s'habituer aux événements, et ça amène forcément, ça peut même Hachem amener un dégoût des fois, parce que on en a marre de l'endroit où on habite, on en a marre de toujours faire la même chose, C'est un phénomène qui a été organisé par Hachem. Le problème, c'est qu'en couple, on vit avec la même personne toute sa vie, donc c'est un problème. Comment ça se solutionne? De comprendre pourquoi Hachem a fait une chose pareille. Oui, pourquoi il n'a pas fait que la vie, elle se renouvelle en permanence, comme le jour se renouvelle, la vie, elle se renouvelle en permanence, et pourquoi Hachem, il a fait, il a créé un phénomène d'accoutumance qui pose problème. Parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui, malheureusement, qui se séparent parce que malheureusement, ils en ont marre, quoi. Et donc, en fait, c'est pas un problème conflictuel, c'est un problème qui est sous-jacent à une nature, du fait qu'on s'accoutume aux choses, et puis à la fin, on veut changer, on en a marre de toujours vivre les mêmes événements, toujours la même femme, toujours les mêmes remarques, les mêmes paroles, les mêmes trucs. À la fin, les gens s'habituent, et malheureusement, ça amène à des problèmes. Ça va? À part ça, on a besoin de stabilité. L'accoutumance, c'est aussi une stabilité. Parce que quand on s'installe quelque part, on aime bien que les choses elles se répètent et que on se rassure. Donc c'est aussi important qu'il y ait un phénomène de stabilité par le fait de s'approprier les choses, les événements, les endroits, et ça rassure de savoir qu'à tel endroit il y a des choses. Je sais pas, vous habitez près d'une synagogue, vous avez la banque en face de vous, la poste, etc. On s'habitue à des paramètres qui font partie de l'équilibre de la personne. Donc d'un côté c'est nécessaire, mais d'un côté il ne faut pas tomber dans le piège. Ça va? À part ça, le fait que... Pourquoi, à votre avis, Hachem, il a créé l'accoutumance? Et jusqu'où ça va, l'accoutumance? Parce que nous, on croit que en fait, c'est matériel. C'est un sentiment matériel. Vous voyez? Ça veut dire que on fait toujours les mêmes repas. Alors, on va changer. Ça va? Alors, l'accoutumance, ça nous permet de changer un peu de goût, de changer de couleur, changer de parfum, changer, etc. Vous avez compris? Donc, l'accoutumance, c'est une nécessité d'innover. Mais est-ce que c'est simplement matériel? Ou ça peut être spirituel? Par exemple, dans la paracha d'Acharemot, il y a une situation qui est grave à décrire parce que c'est celle de Aaron à Cohen. C'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe, Acharemot Shene Bene Aaron. Après que soient morts les deux enfants d'Aaron à Cohen, Bekor Vatam Lifne Hashem, Veyamutu, ils ont apporté un korban Hashem, qu'on leur avait pas ordonné d'apporter, et ils sont morts de ça. Et Hashem dit à Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Aaron, va dire à ton frère, à Aaron, Ve'al yavo becholet à la Kodesh, qui vient pas fréquemment dans le Kodesh. Vous savez, le Kodesh, c'est l'endroit où il y avait le Misbeach, il y avait là-bas, vous avez les Ketoret, il y avait Mibet la Parochet, et Penakaporet, Asher al Aaron, Velo Yamoud, pour ne pas qu'il meure, comme ses enfants sont morts. Comme ça qu'ils étaient morts par accoutumance, par familiarité de l'endroit, et on s'est permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Ils ont proposé un feu étranger sans avoir été ordonné. La familiarité du Kodesh, ça veut dire de se trouver dans un endroit où on a l'habitude d'être, ça a créé cette problématique. Alors Hachem, il va dire à Moshe, va dire à ton frère de ne pas venir souvent. Alors le problème, c'est le suivant. De qui on parle? C'est qui les personnages? C'est Moshe, c'est Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est un tzadik gadol. C'est le Cohen gadol. Est-ce qu'on a besoin de lui faire, de lui rappeler, attention, il ne faut pas venir très souvent au Kodesh, c'est vexant. En plus, il a perdu ses enfants à cause de ce problème. Vous croyez qu'il va l'oublier? Double répétition, du fait de faire attention, de ne pas s'approprier le Kodesh en pensant que on est à la maison ici, on n'est pas à la maison. Donc non seulement il prie à Hachem le jour de Kippour avec une grande intensité, Aaron à Cohen. En plus, il a perdu ses enfants,
parce qu'ils étaient accoutumés à l'endroit, et par familiarité, ils ont amené un Kodesh sans avoir été ordonnés. Est-ce qu'on a besoin de lui dire à lui? Est-ce qu'on a besoin de lui dire à lui, fais attention? On n'a pas besoin. Pourtant, Hachem a dit à Moshe, va dire à ton frère. Ça veut dire que même ça, on peut s'habituer. Vous avez compris? C'est incroyable. C'est-à-dire que l'accoutumance est tellement dévastatrice que même à Aaron à Cohen, il a perdu ses enfants, il faut lui répéter, attention, ne reviens pas souvent dans le Kodesh. Parce que le fait de venir souvent, tu t'habitues à un endroit, et après tu t'appropries l'endroit et tu crois que c'est chez toi ici. Alors qu'il y a une doucha, il y a quelque chose qui fait que, vous avez compris? Comme de rentrer à la synagogue, les gens ils parlent à la synagogue, ils discutent, ils viennent, c'est un endroit de rassemblement, on dirait qu'on est, on est en train de jouer, on va jouer au poker bientôt. Ça veut dire que c'est incroyable, comment les gens ils se permettent des choses pareilles? Parce que depuis qu'on est petit, on va à la synagogue, depuis qu'on est petit, c'est un endroit de rencontre, on se retrouve ici, et les gens oublient la doucha du Makom. Ailleurs tu peux discuter, il n'y a pas de problème, pourquoi tu discutes là où il ne faut pas? Parce que malheureusement, on assoit des principes accoutumiers du fait de... Et cette accoutumance, elle détériore la relation qu'on a même dans la douche. Vous avez compris? Ça veut dire que même au niveau émotionnel, ça peut avoir des enjeux. Au niveau passionnel, ça peut avoir des enjeux. Ouais. On va dire, les choses, elles s'émoussent parce que effectivement, il n'y a pas de... On a besoin de changer, on a besoin de changement. Comme si c'était une nécessité obligatoire. Ça veut dire que Hachem, à votre avis, pourquoi Hachem il a créé ce principe d'accoutumance qui détériore nos relations? Alors qu'il aurait mieux valu qu'il ne crée rien du tout, et que jour après jour, je décide si j'ai envie ou j'ai pas envie. Par exemple, si je vous propose de manger, on va dire, des petits pois pendant 3 semaines, matin, midi et soir, comment vous vous sentez? Bon, pourquoi Hachem il a fait qu'on se lasse des petits pois? Non, t'as qu'à dire mange des petits pois tous les jours, et tous les jours tu as envie de manger des petits pois. Pendant toute ta vie, tu manges des petits pois qui a des problèmes. Mais pourquoi on se lasse des petits pois? Pourquoi on a fait un peu plus, on va vomir les petits pois? Hein? Pourquoi le corps il refuse ce genre de choses? Pourquoi il refuse? C'est le goût aussi. Pourquoi Hachem, il a fait que la répétition, elle sature? Pourquoi? Mais ça dépend dans quoi ça? Dans tout. Et manger toujours la même chose, vous allez voir, ça va saturer. Donc qu'est-ce quelque chose? C'est normal. Diversifier. Mais n'importe quoi, vous faites toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes personnes, les mêmes endroits, on sature, on a besoin de changement. Mais pourquoi Hachem il a créé la saturation à votre avis? Pourquoi? Qui peut être très grave. Qui peut être très grave parce que d'un côté Hachem, il est prêt à effacer son nom, pourquoi faire? Pour faire le shalom. Pour le shalom dans un couple, il va effacer Hachem son nom. Et des fois parce que les gens ils vivent par accoutumance ensemble, ils disent pas grave, je efface mon nom, il y a le shalom entre vous, ça va? Mais d'un côté pourquoi? Parce que des fois c'est l'accoutumance, mais n'efface pas ton nom et enlève l'accoutumance. Enlève tout ce que peut engendrer l'accoutumance qui va détériorer et détruire la relation de couple, et tu n'as pas besoin d'effacer ton nom. Donc si Hachem il efface son nom et qu'il laisse l'accoutumance, ça veut dire que peut-être le fait de s'accoutumer c'est plus important que d'effacer son nom. Alors en quoi c'est très important? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Il y a un exemple dans la Torah où il y a marqué que Hachem a effacé son nom pour le travail. Oui, c'est marqué dans la Sota, la femme qui a fait, on soupçonne d'adultère, une femme qui avait un amant, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait un test. Ouais, ça c'était avant, l'Ancien Testament. C'était l'Ancien Testament qu'on faisait aux femmes, l'Ancien Testament. Elle a compris. Donc c'était l'Ancien Testament qu'on faisait à l'époque aux femmes, qui avaient un amant. Et donc qu'est-ce qu'on leur faisait? On leur faisait boire les autres sotas. Mais comment ça se passait? Hachem il effaçait son nom sur la paracha de la sota, on l'a trempé dans l'eau pour la dissuader. On va quand même pas effacer le nom d'Hachem, donc il faut qu'elle avoue. C'était une manière d'avouer, vous avez compris. Mais c'était ça, effacer. Hachem il est prêt à effacer son nom pour réconcilier un couple. Mais c'était pas besoin d'effacer ton nom. Il fallait simplement éviter que les gens se soient accoutumés à vivre ensemble et puis il n'y aurait pas eu de problème. Comme si que l'accoutumance c'est une nécessité obligatoire. Vous avez compris? Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il y a une stabilité, on a besoin de la stabilité. Aussi. Mais si la stabilité amène à un dégoût de la personne, je peux plus le voir, il n'y a plus à voir, c'est fini. En vérité, je vais vous expliquer un truc. Quand vous êtes lâché de faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Autre chose. Vous avez compris, vous faites autre chose. Comme c'est que le plus important au monde, c'est d'arriver à découvrir autre chose. Vous avez une personnalité, mais qu'est-ce qui dort en vous? Il y a plein de choses qui dorment en vous. Il y a plein de choses qui... Parce que par accoutumance, on s'assoit sur ce qui existe. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait développer et qu'on ne développe pas. Parce que nous, on veut la stabilité, on ne va pas se fatiguer, on ne veut pas s'embêter, alors on reste stable. Mais Hachem, il dit, je ne veux pas de ça. Je crée justement l'accoutumance pour que tu arrives à un moment donné où tu satures et tu choisis. Ou tu changes
où ton mari change, où tu vois autre chose autrement, etc., où tu éveilles des choses en toi, où tu découvres chez la personne autre chose qui va renouveler ta relation. Mais si tu ne le fais pas, tu rentres dans un mur. Mais c'est ça que ça veut dire. Hachem, il dit, je vous explique un truc. Quand on va arriver un jour à 120 ans, Hachem, il va dire, mais regarde ce que j'attendais de toi. Je dis, mais quoi? Mais j'aurais jamais pu atteindre une chose pareille. Il dit, mais si, j'ai créé l'accoutumance pour que justement tu satures de ce que tu es et tu vas découvrir quelqu'un d'autre qui existe chez toi, qui dort. C'est dommage. Vous avez compris pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que le chidouche est fondamental. Chidouche, ça veut dire tout ce qui est l'innovation. Par exemple, vous avez des livres de recettes. Mais quelles recettes? Les marocaines, tunisiennes, algériennes, chinoises. Combien on a de livres de recettes? Combien? Mais pourquoi il y en a autant? Pourquoi il y a autant de millions de recettes? Pourquoi autant de millions de recettes? Parce qu'on en a marre de faire la même chose, vous comprenez ou pas? Mais combien on a inventé de goûts, de parfums, de couleurs, incroyable. Mais la richesse, elle vient du fait qu'on soit, à un moment donné, on tombe dans l'accoutumance. Et vous comprenez ce principe? C'est ça qui fait qu'on est Mechadesh. Ça veut dire qu'on va innover des choses dans sa vie et on va découvrir chez nous des choses fantastiques qu'on n'aurait jamais découvertes si on n'avait pas été lassé de vivre toujours les mêmes événements, toujours les mêmes choses. Donc c'est ça qu'Hachem, il voulait pas, Chazvé Shalom, une destruction. Il voulait qu'au contraire, on soit capable d'innover. L'innovation. De voir que le monde est tellement beau, il y a tellement de choses à découvrir. Mais quand on se lasse d'une chose, un enfant, un petit bébé, un petit enfant, il va prendre, je crois que ils ont calculé, il utilise un objet pendant, je crois, 25 secondes et après il le jette. Et après il voit autre chose. Et voilà. Vous voyez, l'esprit de curiosité qui existe, c'est incroyable. Il prend un truc, il met dans sa bouche, et il jette, il va prendre autre chose. Mais c'est-à-dire qu'il se lasse rapidement parce qu'il a envie de voir autre chose. C'est ce principe qu'il faut. La curiosité de découvrir vient d'un principe qu'on a créé au départ, qui est un principe contradictoire, parce que nous, on veut se stabiliser. Alors on dit, bon, écoute, je préfère faire des choses que je sais faire, et quand je sais faire, je suis tranquille. Et je m'assois dessus, et je m'arrête, et je fais que ça toute ma vie. C'est ça qu'on espère un jour. Mais non, Hachem ne veut pas de ça. D'un côté, c'est stable, mais d'un côté, l'instabilité dérange. Parce qu'il faut de nouveau voir autre chose. Et c'est ça qui nous bloque. Que dans la vie, on est bloqué, quelque part, parce qu'on est tranquillisé par une vie stable, mais on ne se rend pas compte que quelque part, ça va engendrer une déchéance relationnelle qui peut être un désastre si on veut rester comme ça. Il ne faut pas. D'accord? On demande aux gens d'accepter de la même manière qu'on est d'accord qu'on change la tapisserie, on change sa voiture, on change de vêtements, il faut comprendre qu'on doit apprendre à vivre avec des changements. C'est-à-dire de voir les choses autrement, de découvrir chez la personne quelque chose d'autre. C'est fondamental, ça. C'est vrai, c'est fondamental. Parce que la vie va durer, ça va durer toute notre vie comme ça. Donc comment on va se stabiliser et d'un côté ne pas tomber dans une forme de routine qui va faire que malheureusement ça peut engendrer des relations difficiles. Ça c'est une chose à comprendre. Ce phénomène-là, il va expliquer aussi d'autres choses. Comment on s'arrange quand on a quelque chose à dire à son conjoint? Ouais, j'ai une remarque à lui faire. J'ai une remarque. Voilà, j'ai envie de lui dire un truc, quelque chose. Alors mon problème, il est le suivant, c'est que quand on a vécu X années avant de se marier, ou quand on est marié depuis beaucoup d'années, quand on fait une remarque à quelqu'un, on est juge, on est accusateur, et on veut demander à la personne de changer. Ça va? Il y a la marre, il faut que ça se passe autrement, je souffre de telle situation, etc., je demande un changement. Mais partez du principe que demander un changement, c'est demander de l'instabilité pour la personne qui va l'entendre. Quand vous dites à quelqu'un, écoute, il y a la marre, il faut que tu fasses ça et ça et comme ça, non, la personne, elle ne vit pas comme ça. Elle, quand vous lui demandez de changer sa façon de se comporter, alors qu'elle est toujours habituée à vivre comme ça, ouais, elle a l'impression, c'est ça qu'il faut comment ça se traduit dans les émotions. On vous demande de faire des efforts qui sont contre nature des fois. Mais c'est pas ma nature, j'ai toujours grandi comme ça. Tu m'as épousé et tu savais pertinemment que j'étais comme ça, pourquoi tu m'épouses si tu n'es pas contente? Ça va? Ou tu n'es pas content? C'est pareil. T'as compris? Donc on se renferme, oui, dans la stabilité. Ça va? Et ça perturbe les relations parce qu'on n'est pas capable d'accepter. Non pas parce qu'on n'aime pas la personne. Une femme, elle peut s'acharner avec son mari. Je lui ai répété 100 fois, il ne veut rien savoir. Alors on dit, donc il ne m'aime pas, c'est pas possible. Quand je lui demande, il voit que je souffre et tout, il s'en fout. Et il continue à vivre de la même manière qu'au départ, il ne change rien. En fait, c'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'acceptation, de déstabilisation de soi. J'ai toujours été comme ça. Vous avez vu tous les arguments qui sont formulés? Pourquoi? Pourquoi il dit pas, oui, si elle souffre ma femme, évidemment que je vais changer. Non, il ne changera rien. Pourquoi il ne changera pas? Parce que lui est bien comme ça. Parce qu'il est bien comme il est, ça va. Et pourquoi tu veux que je me casse la tête à changer? Ça veut dire que le fait de se sentir stable quelque part, ça veut dire que demain vous me demandez de déménager. Mais j'ai pas envie de déménager, moi, je suis très bien où je me trouve. C'est pareil, quand on me demande de changer, c'est un petit peu comme si on me demandait de déménager.
Donc partez du principe que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un qui est déstabilisant, sachez que c'est pas simple d'accepter. Donc il ne faut pas le traduire comme eh ben, s'il ne m'écoute pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Partez du principe que c'est dur de changer une personne. C'est dur de changer la personne, pour deux raisons. Un, parce que de changer la nature des gens, ça prend du temps. Et deux, parce que vous lui demandez quelque chose qui est contre sa nature. Il a toujours grandi comme ça, il a toujours eu ses principes comme ça, et madame ou monsieur, il demande de changer sa façon d'être. D'abord, change-toi et après je... Vous voyez, pourquoi on est vieux? Pourquoi les personnes, elles refusent de façon instantanée le fait de devoir changer? Quand on fait un reproche à quelqu'un, instantanément, ils refusent. Pourquoi ils refusent? Hein? Mais il y a beaucoup de choses d'abord. Un, parce que ça dépend comment c'est dit. Est-ce qu'on a la patience de pouvoir la formuler de façon à ce que la personne ait envie de changer? Quand vous faites une sorte de réprimande à quelqu'un, ouais, il faut savoir que de façon systématique, ça déstabilise la personne pendant les cours quand on parle. Je rigole. Ça déstabilise le couple. Ouais, quand vous dites, quand vous faites une petite remarque à quelqu'un, même si elle est sous-entendue, la personne elle se vexe. Pourquoi elle se vexe? Ça nous remet en cause. J'ai compris. Alors c'est quoi la logique? Pourquoi c'est vexant d'entendre des reproches? On va dire comme ça. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une logique comme ça? Quand j'ai un défaut, est-ce qu'il vaut mieux que je m'en débarrasse ou que je vive avec et que je cache les choses aux autres en vivant avec? Qu'est-ce qui vaut mieux? Que je me débarrasse? Je me débarrasse. C'est logique ou pas? Oui. Très bien. Mais le problème, c'est que c'est jamais comme ça. Quand on me dit quelque chose, toujours je vais me vexer, ou je vais mal le prendre, ou je vais croire que de quel droit se permet de me parler comme ça. D'abord, tu veux me changer, ben change-toi toi, etc. Toute forme d'argument qu'on a, automatiquement, on refuse le reproche. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas logique. C'est-à-dire qu'il y a une logique intellectuelle. Par exemple, si vous êtes sale, vous avez un vêtement qui est sale, qu'est-ce que vous faites? Vous changez, vous mettez à la machine à laver. Mais si j'ai un problème dans ma tête, est-ce que je la passe à la machine à laver? Ça serait bien. Ben c'est ce qu'il faut faire, non? Il faut faire tes chouvas. Donc quand on nous fait un reproche, on dit mais change, fais tes chouvas. Ça veut dire passe ta tête dans la machine à laver et tu verras que ça sera mieux, on sera mieux. Ouais, c'est vrai ou pas? Mais si mes vêtements ils sont plus agréables à porter quand ils sont propres que quand ils sont sales, pourquoi quand je suis sale je refuse de me soigner ou de me nettoyer? Pourquoi? C'est pas logique, vous comprenez ou pas? Ça veut dire comme ça, tu peux parler de mes vêtements, hein, mais parle pas de moi. Pourquoi c'est comme ça? Dès l'instant où je parle de la personne, tout de suite elle se braque. Et pourquoi? Pourquoi quand je parle de la personne elle se braque, alors qu'en vérité, logiquement, si déjà ta chemise, tu dois la laver, c'est important, oui ou non? Mais quand tu as une tache dans la tête, et que tu te comportes mal, et tu as un comportement désastreux, c'est pas pire? Alors pourquoi on refuse? C'est pas logique. Pourquoi on refuse? Parce qu'on a peur de changer ses défauts. Oui. Il veut pas. Mais pourquoi on Les accepte pas? autres qui Chazak ou Balo. Ça c'est la question. Pourquoi on n'est pas prêt à écouter? Si déjà quelqu'un m'a dit tu t'es sali, je ne m'étais pas rendu compte, je lui dis merci. Merci de m'avoir dit oui ou non. Mais quand il m'a dit que j'ai un problème personnel, mais a fortiori merci de m'avoir dit. Parce que c'est plus grave d'avoir un comportement négatif que d'avoir une tache sur ses vêtements. Et pourquoi on ne dit pas a fortiori merci? On dit l'inverse. On se braque, on dit ah, je vais rien savoir. Et puis elle monte et je monte et descend, je ne change pas, et on s'énerve. Mais c'est pas logique, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'on raisonne comme ça? Parce que ça va faire un changement, qu'on va aller dans des retranchements qu'on n'a peut-être pas envie ou qu'on ne connaît pas. Mais c'est toujours mieux de se débarrasser de ce qu'on a. Oui, c'est sûr. Mais Alors pourquoi on ne l'accepte pas? Il y a marqué Orev et Tatochachot, il faut aimer les reproches. Mais d'abord c'est dur d'en dire. La Gemara dit que c'est très difficile de faire un reproche à quelqu'un. Et c'est pourquoi c'est pas logique d'accepter le reproche. C'est ça que je comprends pas. C'est vrai, c'est comme ça, c'est une nature, on est de nature comme ça. On se protège en refusant d'entendre. Pourquoi c'est comme ça? Dès qu'on parle de nous, tout de suite, ah, tu me parles des autres, il n'y a pas de problème. Tu parles de mes vêtements, de ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais tu me parles de moi, pas toucher à ça. On est fiers aussi. Et bien comment ça se fait qu'on n'est pas... Mais qu'est-ce qui a fait que le fait que j'ai entendu quelque chose de moi, ça m'a remis en question et ça me déstabilise? Pourquoi j'arrête l'image à ce que j'ai entendu de moi et pas de ce que je vais devenir avec? Parce que j'étais stable dans ma bêtise, quoi. J'étais stable dans ce que je faisais. C'est vrai. Alors ça, c'est ce qu'on a expliqué. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Pourquoi il y a un blocage au départ? Parce que j'ai pas envie de changer. Mais pourquoi des fois je me braque carrément? Ça veut dire que je renvoie comme si qu'on m'avait insulté. Vous avez compris? Comment tu parles de moi? Mais comment tu oses me dire, hein? Comment? Parfois, on veut faire bien et finalement, Attendez, déjà partez du principe. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, à votre mari, il va se braquer, c'est sûr.
C'est sûr ou pas? Ça dépend. Mais en général, il va se braquer parce que dès qu'on parle de lui, mais bien sûr qu'on parle de, quand on est critique vis-à-vis d'une personne, ça a beaucoup de connotations intellectuelles et émotionnelles dans la tête d'une personne. Après, pire encore quand c'est mal dit, d'accord, etc., etc. Donc si je sais que je vais déstabiliser quelqu'un quand je vais lui dire quelque chose, je le fais ou pas? Alors comment je vais faire pour lui dire? Comment je vais faire pour qu'il accepte? Quand je vois, par exemple, je répète 10 fois à mes enfants, je répète 10 fois à mon mari, à ma femme, etc. Et je vois que ça marche pas. Qu'est-ce que je me dis? Je vais me mettre dans l'histoire. Mais qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Ça fait 10 fois que je répète la chose et personne ne change pas. J'arrive pas à convaincre. Alors, ça c'est vrai, vous avez raison, mais est-ce que c'est vrai ce que vous dites émotionnellement? Comment vous le sentez? Attendez, il est quand même pas sourd. Ça fait 10 fois que je le répète, il bouge pas d'un centimètre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'il m'aime pas. Je veux dire qu'il m'aime pas ou qu'il croit que je suis une femme pour lui rendre service, mais pas une femme pour le remettre. Ou alors des fois il est violent. Des fois il est violent dans sa parole, dans sa façon de me dire, il est vexant. Quand c'est qu'il avait été vexé, alors il va m'envoyer une flèche. Il est vexé, mais en quoi ça vexe? En quoi ça? Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver justement à avoir une relation où on va pas souffrir de la différence orchestrée par ce qui nous dérange, et à la fois permettre à la personne de changer et d'arriver à vivre de façon plus heureuse et équilibrée. Comment on fait alors? Hein? Avec une diplomatie, tu seras mieux comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que vous avez compris depuis le départ, il faut mettre de la forme. Obligé ou pas? Exemple, illustration, s'il vous plaît. Illustration. Alors illustration. Déjà dans la Torah, est-ce que c'est marqué dans la Torah ce que je vous dis? Hein, qu'il faut mettre des gants pour faire la vaisselle. Alors regardez, c'est marqué comme ça. Quand Myriam et Aaron ont dit du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Parashat Ba'alotecha. Parce que Moshe s'était séparé de sa femme. Et ça, Myriam, quand elle a entendu ça, elle a dit, c'est pas possible, mon frère, il fait... que depuis quand il se sépare de sa femme sous prétexte qu'il est prophète? Mais nous aussi, on est mon mari, elle, Myriam, c'était une Nevia, mais Aaron aussi, Aaron Cohen, c'était un prophète. Il dit, mais jamais Hachem, il doit téléphoner pour nous dire, séparez-vous de votre mari et votre femme. Donc Moshe va pas faire une erreur grave. Il se sépare de sa femme parce qu'il est prophète. Ça va? Ok, c'était vrai ou c'était faux? C'est vrai. Seulement, c'est quoi le problème? Alors écoutez bien. Regardez comment Hachem s'adresse à eux. C'est pas Moshe qui a été voir sa sœur. C'est Hachem. Vayomer, Shimuna Devarai. C'est Hachem qui parle. Shimuna. Écoutez, na. Je vous en prie. Davar, imiyen eviachem. Écoutez ce que je vais vous dire. Imiyen eviachem Hachem bemare elav. Vous, quand je m'adresse à vous, je viens par image. Vous avez vu une image et vous l'interprétez et vous comprenez ce que je vous dis. Vous, je vous parle en chalom, en rêve. Vous dormez et vous voyez dans votre rêve des images. C'est un message divin qui vous dit voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc il faut interpréter une image. L'aucun avdi Moshe, mon serviteur Moshe, ça se passe pas comme ça. Bechol beti nemanu, bechol beti. Dans toute ma maison, il est fidèle. PLP adaberbo. Je lui parle directement, Moshe Rabbeinu, en pleine journée, je lui parle. Donc vous avez vu qu'il y a une différence énorme entre tous les prophètes, notamment Myriam et Aaron, et lui. Et il a dit, voilà, je parle, etc. Mado alayiritem les daber. Comment ça fait que vous n'avez pas eu peur de parler? Be'avdi Moshe. Ça va? Vayicharaf Hachem. Hachem s'est mis en colère. Bam, vayeler qui est allé. Et là, on sait qu'elle a eu la tsarat, elle a été lépreuse. Vous savez comment ça s'est passé ou pas? Shimuna Devarai. Je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Je vous en prie. Et après, il s'est mis en colère. C'est un principe de base. Que si j'inverse, je me mets en colère et après je m'excuse, ça marche pas. Si je dis, mais alors, tu vois comment ça se passe, et je me mets en colère avec mon mari ou ma femme, ouais, est-ce que d'abord elle va m'écouter? Pourquoi elle ne m'écoutera pas? Si je me mets en colère. Agressivité. Mais pourquoi? Mais si je suis en colère, c'est que ça va pas. Elle devrait, je sais pas, moi, ma femme, elle me gronde par exemple dans une chose, je vais dire, au lieu d'être désolé de la mettre dans un état pareil, je vais m'énerver contre elle aussi, je dis, mais de quel droit tu me parles comme ça? Et on va accumuler de la colère et du désarroi et de la séparation. Vous avez vu comment il l'a dit? On parle d'Hachem, hein? Il a dit Shimuna. Écoutez mes paroles, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vais vous dire un reproche.
Mais j'ai pas envie d'entendre un reproche de moi, ça m'intéresse pas d'entendre. Donc si je mets pas un peu de forme en disant je respecte la personne, est-ce qu'elle sera d'accord de m'écouter? Pourquoi la personne ne m'écoute pas quand je hausse la voix? Est-ce qu'elle écoute ce que je lui dis? Non. Elle écoute quoi? Elle écoute la violation que j'ai d'elle. D'accord? Comment j'ai osé parler d'elle de cette manière? Vous voyez? Quand j'hausse le ton vis-à-vis de quelqu'un, en vérité, je l'humilie. Donc elle écoute même pas ce que je lui raconte, parce qu'elle se sent humiliée, la personne. Donc je me dis, mais ça fait 10 fois que je te répète la même chose, tu n'écoutes pas ce que je dis, mais en vérité, j'ai même pas envie de t'entendre. Parce que la manière dont tu as de me traiter m'empêche de t'écouter. Est-ce que vous comprenez que c'est un problème de base au départ? Maintenant, ça dépend pourquoi vous faites un reproche. À quoi ça sert de faire un reproche? Est-ce que vous voulez obliger la personne à changer? Parce que pourquoi on s'énerve en fait? Ça, il faut comprendre aussi. Pourquoi on se met en colère? Ça peut avoir plusieurs raisons. Pourquoi on se met en colère contre les gens? Hein? Parce qu'on attend quelque chose, ils nous énervent, un changement. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Hein? Comment? On se met hors de nous. Ça, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Mais pourquoi? Ils sont pas dans la même C'est pas comme nous. Non, mais je dis comme ça. Pourquoi je me mets en colère? C'est ça que je veux comprendre. Parce qu'on a dépassé. Attends, est-ce que quand on se met en colère, on est sûr et certain que la personne va écouter? Non. Mais c'est l'inverse qui va se passer. Elle va se rebeller. Oui, non. Parce que humilié, parce que considéré comme un enfant, parce que de quel droit tu m'imposes quelque chose. Donc je sais que ça ne marchera pas. C'est sûr ou pas? Après, je m'énerve. On l'a demandé plusieurs fois. On se maîtrise pas. Mais pourquoi on s'énerve? Pourquoi on s'énerve? On sait bien que ça ne marchera pas. Si par exemple la personne ne m'écoute pas, soit elle est folle, soit elle est bête, soit Elle se maîtrise pas. elle n'a pas envie de m'entendre. Quand vous voyez un avion qui passe au-dessus de votre tête, qu'est-ce que vous faites? On appelle ça. Ben vous fermez vos oreilles. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux de décibels, le bruit, ça dérange. Ça va, je ne peux pas supporter. Donc quand j'écoutez-moi bien, quand j'entends quelqu'un crier, je ne peux pas l'entendre. Il y a un taux de décibels insupportable. C'est pas possible, ça va? Ou parce que je ne suis pas sourd, je sais entendre. Donc vous dites simplement, écoute, je ne suis pas sourd. Il va se calmer tout de suite, ça va? Ça veut dire que si on est obligé de crier, ça peut avoir plusieurs conséquences. Un, parce qu'on en a marre de supporter. Il faut faire attention à ça. Parce qu'une fois vous avez supporté, 2 fois vous avez supporté, 3 fois supporté, 4 fois après. En vérité, quand on se met en colère, souvent, c'est parce qu'on a supporté au départ. Ça va? En fait, et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait pas arriver à un seuil où on était obligé de supporter jusqu'à s'énerver. Il faut, dès qu'on voit un problème, on en discute. Après, on va voir dans quelle modalité et quand on discute. C'est très important de savoir le moment aussi. Ça va? Mais ça, c'est une chose à comprendre. Parce qu'il ne faut pas accumuler du stress qui va engendrer qu'on ne va plus pouvoir se parler. Ça, c'est grave, ça aussi. Deuxièmement, quand on s'énerve en général, c'est qu'on veut être efficace. Parce qu'on n'a pas la patience d'expliquer aux gens. Par exemple, un enfant, il fait une bêtise, on ne va pas lui expliquer, c'est pas bien, nanana, il va lui répéter, efficace. Et hop, on crie, on est sûr qu'il va s'arrêter. Mais est-ce que d'avoir crié, ça l'a éduqué? Il sait qu'il ne peut pas. Mais pourquoi il ne sait pas? Donc on a gagné qu'il ne va pas faire. Mais est-ce qu'il est construit pour ne pas refaire? Ou dans votre dos, il va recommencer? Il n'a pas compris. Donc quand on s'est énervé, on a été efficace, mais on n'a pas été formateur. Ça va? Donc sachez que quand vous criez, de toute façon, 1, vous avez très peu de chances d'être écouté. 2, c'est pas formateur. Pas de chance d'écouter parce que vous avez humilié la personne. 2, parce que la personne ne sera pas prête à vous écouter parce qu'elle n'écoute que le cri, elle n'écoute pas le reste. C'est ça, c'est logique, c'est comme ça. Quand vous voyez un avion arriver, vous n'êtes pas en train de regarder ce qui se passe autour de vous, vous écoutez l'avion. Et l'avion, il fait trop de bruit. Et ce bruit-là, il ne vous en supporte pas. À ça qu'il y a un avion. Mais quand c'est ma femme ou mon mari, quelque part, j'ai été humilié par la femme que j'aime, ou le mari que j'aime, ça c'est insupportable. Ça renvoie à une référence de mal-aimé, ou de référence de personnes qui se sentent marginalisées, pas respectées. C'est très dur, ça. Hein. Faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Que quand on va faire un reproche à quelqu'un, faire attention, d'être sûr que la personne va l'entendre. Shimouna, je vous en prie, écoutez-moi. Donc Hachem, il sait pertinemment quand il va faire un reproche qui est grave, il parle pas n'importe qui, il parle à Aaron et Myriam, hein, il leur a dit, faites attention. Écoutez bien ce que je vais vous dire, excusez-moi de vous dire, voilà, je vais vous dire ça et ça, je respecte la personne et quand je le respecte, elle est prête à m'entendre. Après, il faut savoir formuler la chose. Comment je vais être sûr que mon mari va m'écouter? Est-ce qu'un mari, il est plus fier qu'une femme? Est-ce qu'un mari, il est fier? Donc c'est encore plus compliqué, parce qu'il a une forme de fierté personnelle,
qui fait que quand vous allez faire un reproche, il va forcément se braquer. Obligé qu'il va se braquer. Parce qu'il est fier de lui. Il veut pas entendre il veut pas entendre qu'il est un mauvais mari. Il veut entendre qu'il est un bon mari. Seulement, il y a des petits soucis à régler. Oui. Mais d'entendre qu'il est à chaque fois, on lui dit directement ce qui va pas. Oui. C'est un problème. Il faut aussi savoir quand est-ce qu'on lui dit aussi. Par exemple, il rentre du travail, il arrive à la maison, hop, je lui déballe tout ce que j'ai envie de lui dire. Il vient d'arriver, je lui déballe tout là. Je dis alors, il t'a vu ce qui s'est. Eh ben, je t'attendais. Voilà. Ah ben, tu fais bien de rentrer. Voilà. Assieds-toi, on va discuter. Il vient d'arriver. Est-ce que c'est le moment? Quand il part au travail le matin, il part au travail. Je dis, attends, avant que tu pars, je vais te dire, ah, tu vois, il y a ça. Comment il va partir? Toute la journée, il va pas vouloir, il va réfléchir à ça. C'est le moment. Bon, quand on sort ensemble, on va faire des courses, on se retrouve. C'est le moment de parler de ça? Non. Quand on est à table, devant les gens, c'est important, c'est bien de le dire. Par respect pour la personne, faire attention quand est-ce qu'on dit. Par respect pour la personne. Et si on veut essayer d'être entendu par la personne, il faut trouver le bon moment pour le dire. Il faut mettre la forme pour le dire. Parce que le but du reproche, c'est quoi le but du reproche? Pourquoi on fait des reproches à des gens? Hein? Vous êtes sûr ou pas? Donc comment il va changer? Hein? Comment il va changer? Comment je vais faire pour qu'il change? Si je lui dis violemment, ou je lui dis devant tout le monde, ou je lui dis au moment où il ne faut pas, est-ce qu'il va m'entendre? Mais j'ai fait exactement l'inverse. Mais pourquoi je fais comme ça? Pourquoi ça se passe mal? Pourquoi j'ai pas réfléchi? Pourquoi j'ai pas réfléchi? C'était pas le moment de lui parler de ça. Pourquoi je lui ai dit à ce moment-là? Il va partir au travail, je dis écoute, n'oublie pas, tu m'as fait ça, réfléchis, va réfléchir. C'est le moment. Quand il arrive à la maison, je lui déballe tout ce que je pense sur lui. C'est le moment. Mais pourquoi je l'ai fait à ce moment-là? Pourquoi je l'ai fait à ce moment-là? Pourquoi j'ai pas réfléchi? On n'a pas de maîtrise de soi. Trop plein, c'est vrai, et à part ça. On n'a pas de maîtrise de soi. Mais pourquoi je l'ai dit à ce moment-là? Pourquoi? Parce qu'on réfléchit pas. Hein? Des fois, on réfléchit pas. On pense tout de suite. Mais parce que vous dites on dit ce qu'on pense, ça veut dire qu'est-ce que vous espérez? Vous lui dites, écoute, je vais te dire la vérité. J'en ai marre de ça et ça et ça. Je lui ai dit la vérité. C'est vrai? Mais est-ce que je lui demande de se débrouiller avec la vérité? C'est ça que je pense en fait. Il dit je te donne la vérité, débrouille-toi avec. Ça va? Maintenant sache que je souffre de ça, réfléchis, va te débrouiller. Ou bien, hein, je vais essayer de l'amener à penser qu'il faille changer pour qu'on se retrouve un jour. Est-ce que la réprimande, est-ce que le reproche va nous rapprocher ou va nous séparer? C'est ça le problème. Mais dans quel esprit je le dis? Moi je dis, moi je m'en fiche. Qui se débrouille? Je lui dis la vérité, il va se débrouiller avec. Le reproche, il faut qu'un reproche rapproche. Le reproche, il doit rapprocher les gens, pas éloigner les gens. Donc comment je vais réfléchir à faire que ce que je vais lui dire va le rapprocher de moi et pas va l'éloigner de moi? Quand je vais lui faire un reproche, il faut qu'on se rapproche. Parce que manifestement, des choses nous séparent. Et je veux me débarrasser de ce qui nous sépare, pour se retrouver. Mais le problème, c'est que j'utilise ce qui nous sépare pour nous séparer. Ça va pas, ça. Après une détente. Il faut faire attention à ça. Que je fais un reproche à une personne, en disant, écoute, je te dis ce que je pense, et puis, en fait, lui croit que j'ai utilisé un argument, ou elle croit que j'ai utilisé un argument contre elle. Si la personne se vexe, j'ai tout perdu. Vous avez compris ou pas? Alors que moi, je crois que si elle se vexe, si elle rougit, c'est qu'elle a compris. Au moins, elle a compris. Au moins, ouais, en vérité, peut-être que je l'ai punie, en fait. Qu'est-ce qu'elle croit, la personne? Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu n'es pas content, tu veux me punir. C'est une manière de punir, vous comprenez ou pas? Quand on fait un reproche, il y a deux façons de comprendre. Soit tu veux me faire mal, soit tu veux m'aider. Mais la manière dont tu l'as dit, manifestement, c'est pour me faire mal, c'est pour me punir. Parce que si tu m'aimais, tu l'aurais dit autrement. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce sentiment-là, il est automatique. Il faut faire attention que nous, on croit qu'on va sauver son couple. En fait, on le disloque en deux. Faire attention. La façon de dire, vous avez vu? Shimuna, je vous en prie, écoutez-moi. Ça veut dire il y a une façon de dire. C'est par exemple, je dis à mon mari, mais pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Il va me dire, il a le pourquoi déjà. Tu m'as fait ça. Je t'ai rien fait, moi, j'ai pas... Vous avez compris? Donc je l'ai agressé. Mais je dis, mais tu es intelligent quand même. Tu es intelligent. Bah, ça m'étonne que tu aies agi comme ça. Vous avez compris?
tu es intelligent. Donc je lui ai dit, ben, il sait qu'il est intelligent, mais il y a un défaut dans son intelligence. Alors il peut l'entendre. Vous avez vu la différence? C'est 2 mots en plus. C'est rien, hein. Mais 2 mots, ça change la vie. Quand je lui dis, mais pourtant, mais c'est tellement appréciable dans ce que tu fais, regarde ce qui s'est passé là. Vous avez compris? Donc, quand je mets de la forme, je reconsidère la personne, je considère la personne, et que là, je peux lui promettre de lui dire quelque chose, et là, il va me dire que je m'excuse. Mais si je lui dis ce que je supporte pas chez lui, il va dire, tu me parles comme ça, ben écoute, calme-toi, après on discute. Il va pas vouloir m'entendre. Parce que le fait d'avoir dit quelque chose qui est une agression, comme si qu'il était un mauvais mari, alors que lui, il espère être un bon mari. Mais quand je lui ai dit de cette manière, il est un mauvais mari, mais il dit, écoute, bah, si je suis un mauvais mari, bah, il va vous rétorquer, bah, écoute, tu m'as épousé, tu m'as choisi comme je suis, laisse-moi tranquille. Mais en réalité, il le sait qu'il crée une souffrance. Seulement, il a tellement été vexé par ce qu'il a entendu qu'il n'est pas capable de pouvoir accepter de changer. Parce que d'abord respecte-moi, après je te respecterai. C'est un peu ce cheminement qu'il a tenu dans sa tête qui fait que finalement on a stagné. Et à force, à la fin on n'avance pas et à la fin les frustrations s'accumulent et après on arrive encore à des degrés plus durs de réconciliation parce qu'elle va avoir une étiquette sur son mari qui est un type qui est têtu comme une mule et lui va dire mais elle me respecte pas. Et on croit qu'en fait chacun il est dans ses raisons qui sont propres à la personne et en fin de compte on détruit des couples comme ça. Et on se rend pas compte. Et après, aller rattraper ça, émotionnellement, en disant mais non, ton mari n'est pas comme ça, ou ta femme elle n'est pas comme ça, et c'est parce qu'elle n'a pas su faire. Je dis quoi, qui me dit que demain elle va pas recommencer? Ouais, elle est de nature comme ça, toujours elle jette les gens, toujours. Et ça crée des conflits en vérité qui ne sont pas solvables. Parce qu'on n'a pas mis la bonne forme. Oui. Comme c'est que je devais être gêné de lui dire. Mais comment je vais lui dire? Si j'ai pas ce problème au départ, je vais forcément créer un conflit. Je vous ai dit que la personne se sent vexée, la personne elle se sent marginalisée, elle se sent pas aimée. Quand on fait reprocher à quelqu'un, c'est dur de l'entendre. Quand on vous dit, tiens, vous avez réussi, je sais pas, on était à l'école, vous avez les tableaux d'honneur, mais si on dit, élève médiocre, faible, passable, c'est dur d'entendre une chose pareille, des petites remarques comme ça, c'est pas... Je dis, mais j'ai travaillé pour toi, oui, mais bon, mais passable, ou alors peut mieux faire. Vous avez compris des trucs qui font mal quand même, hein, parce que la personne, elle sait qu'elle n'a pas forcément les mêmes compétences qu'une autre, elle a fait ce qu'elle a pu, mais on dit, mais passable. Comme c'est qu'on ne reconnaissait pas les efforts fournis. Si on dit, il a fait des efforts, mais il peut... vous avez compris? C'est très important de mettre les mots justes pour permettre à la personne d'écouter et d'être capable de changer ce qui ne va pas. Parce on lui a dit qu'elle était bien, mais... C'est ce que la Gemara dit dans Sota. La Gemara dit là-bas, hein. La Gemara dit dans Sota comme ça, que les personnes, il ne faut pas les jeter des 2 mains. Comme ça la Gemara dit, les jeter des 2 mains. Ça veut dire les repousser complètement. Oui, on a 2 mains. Il ne faut jamais reporter à 2 mains, ce qu'on peut faire le jour même. Et c'est comme ça. Donc on a 2 mains, ouais. Mais non, il ne faut pas jeter des 2 mains. La Gemara dit qu'on est doché, on repousse, on refoule de la main gauche, la main faible, et on récupère de la main droite. Ça veut dire que je ne veux pas éloigner la personne. Je veux ramener la personne. Et la main, la Gemara, là, dans Sota, elle dit là-bas comme ça. Qu'il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Pachia. Il avait un Talmid Echad. Un élève. Et là-bas, cet élève, on dit que c'est l'acrobate. Ouais, c'était lui le Talmid Echad. Rabbi Yoshua ben Pachia, c'était le Nassi. Ça veut dire le grand rave d'Israël. Il avait un élève à lui qui s'appelait, qu'on connaît, ouais, qui était l'acrobate. Maintenant, la Gemara dit qu'il a reçu un courrier, ce Rabbi Yoshua ben Pachia, de Rabbi Shimon ben Shetach. Et il a dit, regarde, il dit, écoute, tu peux revenir en Israël, à Jérusalem, alors que lui se trouve à Alexandrie en Égypte. Il dit, voilà, tout se passe bien avec les Romains, je sais pas, il a fait une allusion pour lui dire, tu peux rentrer. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Rabbi Yoshua ben Pachia, dit la Gemara? Eh bien, il est retourné à Jérusalem. Ouais. Mais en chemin, il est repassé par les auberges où il était passé à l'aller. Par Derech Eretz, ouais, par bonne manière. Il est arrivé chez une aubergiste féminine et elle l'a reçu avec kavod, avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect. Et il a dit qu'elle est belle l'aubergiste, le rave. Et son élève, il a dit quoi? Elle est belle, elle a les yeux ronds, elle a les cheveux bouclés. Il dit quoi? Tu l'as vu? Mais Rachid dit, quand il a dit elle est belle, regarde comme elle nous reçoit bien. Et lui, il a cru comme elle est belle. Ouais. Et donc, il a regardé, il a dit, mais elle est pas belle, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Il dit, mais quoi, tu regardes des femmes mariées? Tu regardes une femme mariée, c'est ça. Il a commencé il a carrément mis en nidouille. Ça veut dire qu'il a retranché. Il a bien dit, c'est-à-dire qu'il a carrément mis en quarantaine.
il a sonné 400 faux chauffarotes. Ça veut dire qu'il l'a vraiment, vraiment bien jeté comme il faut. Et la Gemara raconte là-bas que son Talmide, il est venu le voir tous les jours. Il dit, excusez-moi Rav, j'ai fauté, excusez-moi, pardonnez-moi. Il dit, je veux rien savoir, il voulait rien savoir, rien savoir, rien savoir. Rabbi Shimon était têtu, il voulait rien savoir. Une fois, 2 fois, 10 fois, il a rien voulu. Il dit, la Gemara, un jour, il est venu pour le demander encore Mechila, et le Rav, il faisait écrire de schéma. Il ne pouvait pas répondre. La Gemara a dit. Il a fait un signe de la main pour dire, attends. Et l'autre, il a dit, il a cru qu'il avait dit, va-t'en. Attends, va-t'en. Il a dit, va-t'en. Et donc, et donc, à ce moment-là, il a dit la Gemara, il a commencé à fauter. Il a fait fauter le peuple. Il a fait des masek shafim, de la sorcellerie, avodazara et tout ça. Et son Rav, Rabbi Yehoshua ben Pacha, il est venu le voir. Il a dit, Chazor becha, fais teshuva. Il dit, la Madenu Rabbeinu, tu nous as appris que celui qui est choté, ben martiet arabim, celui qui faute et qui fait fauter le peuple, en maspikim beado la teshuva. On lui permet pas de faire teshuva. C'est terminé, je peux plus faire teshuva. Et la Gemara, elle conclut là-bas, elle dit, il faut faire attention quand on fait reproche aux gens, de ne pas les jeter des 2 mains. On est Mekarev, on est Dochebismol. Là, dit la Gemara, dit la femme, les enfants et le Yetzirara, on repousse de la main gauche et on récupère de la main droite. Il dit, je t'aime, mais... Vous avez compris comment ça marche? Mais pas, je jette des 2 mains. Parce que regardez les conséquences qu'il y a eu dans l'histoire. À cause de cette histoire-là, hein, que le christianisme est né, il y a eu des massacres des juifs dans le monde entier à cause de ça. Ouais, on a tué des gens, des juifs à cause de ce problème. La frustration qu'on a créée à un seul homme, très profonde. Comme la Gemara dit que Amalek, il est né de qui Amalek? Le peuple d'Amalek. Eliphaz, qui était le fils d'Esav, et Timna, qui était une princesse. Mais cette princesse, dit la Gemara en Sanhedrin, elle voulait se convertir au judaïsme. Elle est venue voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils l'ont refusé. Bien qu'ils faisaient des balais de chouva à l'époque. Oui, ils ont refusé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, je ne peux pas rentrer en Israël par la grande porte. Alors je vais rentrer par la petite porte. Je vais épouser Eliphaz, le fils de Esav. Et elle a épousé Eliphaz. Et de ce couple, il est né Amalek. Qu'aujourd'hui, on est agressé jusqu'à aujourd'hui d'Amalek. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, l'oba'el et rachaka. Il fallait pas qu'on la jette comme elle a été. Elle a voulu se convertir. Manifestement, elle n'avait pas les midotes pour rentrer en Israël. Mais il y avait une manière de lui dire. Et on n'avait pas le droit de la refouler si violemment a priori. Elle a mal ressenti. Elle a été refroidie dans le fait de rentrer en Israël. Alors toute sa vie et ses enfants, ils vont essayer de nous refroidir dans le monde entier en permanence. Nous refroidir, ça veut dire aux yeux des peuples. Oui, d'essayer de nous convaincre, de convaincre les peuples que finalement on n'est pas le peuple élu, etc. etc. Ce refroidissement du clan d'Israël, il vient du fait qu'on ait refroidi cette femme un jour. Lo ba'el et rachaka. Il ne fallait pas la repousser aussi violemment. Vous avez compris? Tu l'acceptes pas, c'est une chose, mais pourquoi de cette manière? Vous avez vu que la forme, elle est fondamentale. Qu'aujourd'hui, Amalek, on est agressé avec d'Amalek jusqu'à aujourd'hui, à cause de ce problème, et que le christianisme, il y a une agressivité, il y a eu les croisés, les machins, les croisades, tout ce qu'ils ont fait, les massacres qu'ils ont fait, dans toutes les périodes. C'est pas vieux hein, qu'il y ait une reconnaissance du judaïsme dans le monde. C'est pas vieux, c'est Jean-Paul II, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Que les gens ils ont dit, excusez-nous, mais il faut savoir qu'au catéchisme, le type il disait qu'on était le diable. Hein. Je veux dire, les juifs c'est le diable, ça. Il y avait une virulence contre eux permanente. Mais tout ça à cause de quoi? La Gemara explique à cause de ça. Parce qu'on n'aurait pas dû le rejeter autant. Et la frustration qu'il a ressentie, ce manque de respect, ouais, tu veux changer les gens, eh ben il faut savoir leur dire. Je vous ai toujours dit comme ça. C'est pas la personne qui a un problème. Quand vous voyez un problème chez quelqu'un, c'est pas elle qui a un problème. C'est ce qu'elle pense qui a un problème. Quand vous voyez quelqu'un qui se comporte mal, lui, il n'a pas de problème. C'est ce qu'il pense qui est faux. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas changer la personne, je dois changer ce qu'il pense. Il faut changer. Donc si vous ne mettez pas la forme, il n'acceptera jamais de changer. Vous comprenez? Si vous ne dites pas oui, Chazak, mais, ça va? Tu dis Chazak au barouche, super, mais dommage. Tu vois, ce petit truc, tu me parles tellement bien d'habitude, là, je sais pas, il s'est passé quelque chose qui m'a blessé. Tu dis, ah, excuse-moi. Je lui dis, mais t'as vu comment tu me parles? C'est comme ça qu'on parlait aux femmes, c'est comme ça. Il va jamais m'entendre, vous avez compris? Il faut toujours être Mekare Biyamin. Ça veut dire que la personne, si vous voulez être efficace et certain que ça va marcher, il faut respecter la personne qui est en face de vous. Ça va? Et je pense qu'à fortiori sa femme et à fortiori son mari. A fortiori. Si déjà mes voisins, je leur parle bien et je fais attention à comment je parle, ben avec ma femme et avec mon mari, c'est a fortiori, non? Alors que c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse. On est très très diplomate avec ses voisins et avec son mari, on peut être très dur. Pourquoi c'est comme ça? Avec son femme, on est très dur. Pourquoi? C'est pas normal. Vous savez, il y a un problème de dysfonctionnement au début, au niveau de la forme. Parce que quelque part, hein,
Peut-être que quelque part on est représenté. Parce que quelque part, si je suis pas dur, il va m'écraser. Ou si je lui dis pas violemment, il va en profiter. Ou si je lui dis pas ce que je pense, il va continuer à faire comme ça. Donc il y a une tension existentielle qui est dans un couple qui n'existe pas ailleurs. Là-bas, on n'est pas engagé avec les voisins. Donc si je lui dis ça va, si je lui dis pas, de toute façon, c'est pas grave. Mais indirectement, je me rends compte que quand je leur parle bien, c'est marrant, ça marche. Et quand je suis en tension dans mon couple, tout à coup, ça disjoncte. Il y a une tension existentielle dans le couple qui est forte, qui est forte, qui est présente. Pourquoi elle est présente? On a expliqué pourquoi. Parce qu'il y a du Yetzer Hara dans l'histoire. Il y a une tension parce que on est dans l'essentiel. Là où c'est essentiel, il y aura une tension. C'est comme ça. Si vous réussissez avec votre couple, vous allez apprendre tellement de choses contre le Yetzer Hara qu'il ne pourra plus rien faire contre vous. Le respect de l'autre, la manière de parler, se construire sa vie spirituelle, c'est-à-dire d'être en couple, c'est-à-dire d'être uni avec son épouse et son mari, c'est fort, très fort, c'est puissant ça. D'accord? Si vous réussissez à le faire, lui, il n'existe plus, Yetzer Hara. Donc, écoutez-moi bien, tout ce que vous faites qui va contre lui, il va s'acharner contre vous. C'est comme ça. Tout ce que vous faites qui va le faire disparaître. Parce que si vous donnez des tzadékettes, où il n'y a plus de Yetzer Hara. Et s'il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'a plus de fonction. Donc lui, comme il va regarder sa fonction, il va s'acharner pour qu'il garde sa fonction. Donc il va vous déstabiliser. C'est clair? Donc plus je rentre dans le jeu de la tension, plus je lui donne du crédit. Et je ne veux pas lui donner du crédit, moi. Donc je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Et je sais que quand ça s'acharne, je sais que c'est lui, et c'est lui qui m'a dit, si tu réussis, je vais perdre. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça qu'on va voir que si vous l'avez bien compris, alors dorénavant, vous allez dire, mais comment je vais faire pour lui dire ce que je pense de lui, et de façon à ce qu'il puisse l'entendre et que ça change. C'est très important que vous arriviez à le construire, parce que là, on se sent aimé, on se sent apprécié, on se sent reconnu, et ça donne envie de changer. C'est ça qui est important. Si vous voulez vous espérer un changement quelque part, ça ne va pas se faire dans la violence, ça ne va pas se faire dans les humeurs, ça ne va pas se faire dans un désaccord. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut. Essayez de vous mettre à la place de celui qui entend le message et pas de celui qui le formule. Parce que celui qui l'entend, il n'est pas fier de l'entendre. Ça va? Et ben, je dis, mais écoute, moi j'en ai marre, et je te dis la vérité, puis après, voilà, je te montre mon désarroi et je te montre violemment. Ce désarroi violemment montré, il ne peut pas efficacement être entendu. C'est logique, c'est comme ça. Mettez-vous à la place. Si on vous gronde, et il n'y a jamais quelqu'un, on lui met une claque, il dit, bah oui, elle avait raison, il avait raison. C'est pas ça. Mais quand on est violent, on met une claque à quelqu'un, c'est comme ça, c'est humiliant. Comme ça que tu es obligé de crier pour que je t'entende, tu es obligé de crier pour que je sois d'accord avec toi, mais c'est de la violence. Tu m'imposes. Comme ça que je suis victime, mais tu m'imposes en criant que je dois t'écouter, mais j'ai pas envie de. Oui. Souvent, les gens, ils reproduisent des schémas qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Oui. Et ils ont pas de modèle. Alors, des fois, c'est difficile pour eux. Très bien. D'être différents de ce qu'ils ont vécu. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que je dis comme ça. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce que le modèle que j'ai, c'est un modèle juste, efficace, c'est un modèle cohérent? Est-ce que ça colle à la Torah? Est-ce que c'est ça qu'Hachem demande? Les choses, elles s'entendent quand elles sont dites de façon nachat. Vous avez compris? Parce que quand je parle doucement, quand je parle gentiment, quand je parle respectueusement, la personne veut m'entendre. Elle est prête à m'entendre. Mais si je lui dis quelque chose de dur, elle est prête à l'entendre parce que elle est bien, mais elle est reconnue comme bien, mais il y a des choses à corriger. Tu vois? La feuille est blanche, mais il y a des taches. Mais si je lui parle que des taches, il va croire que la feuille est noire. Il dit, ah mais si la feuille est noire, mais je fais des efforts. Le type, mais moi je fais des efforts, j'aide ma femme, machin, je suis en train de me crier, en train de me gronder, en train de machin, mais je fais des efforts, mais j'en ai marre de faire des efforts, je vois bien que j'ai pas de retour. Vous avez compris? C'est tellement simple de dire merci, mais. Vous avez compris? C'est tellement simple de dire Chazak, mais, ça va? Et si je dis pas merci, mais, ou kol hakavod, mais, ou bien dommage que. Quand je parle toujours de ce qui va pas. Mais c'est très important de reconnaître que mon mari, je suis heureux de vivre avec lui, mais tu vois, si tu m'avais parlé, tu vois, ce que tu m'as dit m'a vexé. Et dire, si je lui dis tu es un mari formidable, mais dommage, ce que tu m'as dit m'a vexé, ouais, il va dire, je savais pas. Par exemple, un homme, il parle violemment avec des copains, ou avec des gens du travail, il est dur, ça va? Et il croit que sa vie de famille, c'est la même chose, il est dur. Mais il se rend pas compte, c'est pas, malheureusement, c'est naïf. Parce qu'il recalque une vie de travail avec une vie de couple. Il y a deux entreprises. Il croit qu'il y a deux entreprises. Il y a l'entreprise au travail et l'entreprise à la maison. Mais la maison, c'est pas une entreprise. Oh, on n'est pas des entrepreneurs ici, on n'est pas des employés, on n'est pas des employés.
Il croit, ouais, voilà, j'ai une famille, j'ai des employés, c'est moi qui, chef de famille, je suis chef d'entreprise. Mais il y a ton travail et ta famille, ça n'a rien à voir. Donc il faut bien être clair, ça va? Et le type, il croit qu'il est, il met celui qui dit, t'es l'heure, toi, va te dormir, mets-toi à table, dis-toi, et chef d'entreprise. Non, tu es chef d'entreprise. Ah oui, t'es employé, tu fais ce que tu veux, tu les payes, tu peux demander, mais tu payes personne. Tu n'as ni payé ta femme, ni payé tes enfants, ni payé personne. Faut arrêter de croire qu'on est chef. Il n'y a pas de chef d'entreprise ici. Il y a une vie de partage. Parce que si on est des entrepreneurs, mais c'est une catastrophe. Parce que la personne, elle s'est employée. C'est une vie de famille, ça. Vous avez compris, quoi. Faire très attention de mettre la forme dans les deux sens. Dans les deux sens. Que le machisme n'a pas de sens. Et de vouloir s'imposer comme une femme en ayant peur de ne pas être femme dans son couple, c'est aussi embêtant. Donc il faut réfléchir les choses et dire, si je vois, et je vous explique un truc clair, en couple, en général en couple, Min Hashem, c'est ça que Hashem il est mes avec Zibougim. C'est que, bizarrement, ce qui est bien chez moi se vit mal chez les autres. Et tout à coup, je me dis, mais comment ça se fait qu'il est comme ça mon mari alors que c'est pas comme ça qu'il faut être? Et l'inverse, que mon mari, ce que je suis de mal est insupportable pour lui. Donc on est l'un contre l'autre. Ça va? Et donc je vais trouver insupportable ce que fait mon mari et mon mari va trouver insupportable ce que fait sa femme. Ça va? Par exemple, si une femme, elle a fait des gâteaux à la maison. Ça va? Et il rentre à la maison, il fait, c'est quoi cette cuisine là? Elle vient de faire des gâteaux. Ouais? C'est quoi cette cuisine là? On ne sait même plus où mettre la tête. Tout est sale là. C'est comme ça que... Au lieu de dire, ah, t'as fait des gâteaux super. Ah, mais bon, ben, on va arranger la cuisine. Bah oui, parce que de dire, mais c'est quoi cette cuisine? Alors que la pauvre, elle essaie de faire des gâteaux, elle essaie d'arranger la maison. Ou alors, le repas n'est pas prêt. Ou je sais pas, que des choses méchantes, comme si qu'elle n'avait rien à faire, la pauvre, et dire tout de suite... Au lieu de dire, mais elle n'a sûrement pas eu le temps de faire ce qu'elle devait faire parce qu'elle était occupée à autre chose. Bah, tout de suite, on est accusateur, vous avez compris? En vérité, on a déjà décidé à l'envers d'avoir vu. Et ça, c'est insupportable pour les gens qui le vivent. Et comment il faut réagir dans ces cas-là? Comment? Comment faut-il réagir dans ces cas-là? Bah, lui dire, c'est dommage. C'est dire, c'est dommage, parce que ce que tu m'as dit, si tu l'avais dit, tu vois, si tu avais vu un peu ce que j'avais fait, ou tu vas imaginer, plutôt que de me juger, tu aurais dû d'abord de constater ce qui se passe, et après de juger. Si tu vois que je suis toute la journée assis sur une chaise et j'attends que ça se passe, et je fais rien, je dis, bah t'as raison, mais pourquoi tu juges avant de voir? C'est dommage. Peut-être que dans la démarche, tu vois ce que tu m'as dit, ça m'a quelque part vexé parce qu'avec tout ce que je fais, j'essaie de bien faire, et tu ne regardes que les tâches, et tu ne regardes que la conséquence de mon travail et pas mon travail. Vous avez compris? Parce que monsieur, quand il arrive, il faut que tout soit nickel. Voilà. Mais des fois c'est vrai, des fois c'est possible, des fois ça l'est pas. Plutôt que de dire, si ça n'a pas pu se faire, c'est qu'elle n'a pas pu le faire, il va dire, elle n'a pas fait. Voilà, il a jugé. Et c'est très vexant, je suis désolé, c'est vexant. Alors il vaut mieux que la personne elle dise, Razak pour ce que tu as fait, et j'espère que tu pourras t'organiser et que tu auras du temps où je pourrais t'aider à combler ce qui manque, et pas l'inverse, en disant dans le reproche, écoute, moi je suis au travail, t'as rien à faire de ta journée, c'est pas normal, je sais pas ce que tu fais de tes journées, mais normalement c'est réglé comme ça. On est que dans, vous avez compris, on est en entreprise. Mais on est en entreprise, mon couple on n'est pas en entreprise. C'est ça le problème, les gens ils vivent en entreprise. Et disent, normalement, quand j'arrive au travail, j'ai ma secrétaire, elle fait un boulot, si elle fait pas un boulot, je la renvoie, mais c'est comme ça. Et si c'est pas réglé, machin, on est efficace dans la vie. Et on croit qu'en couple, on est comme ça aussi. Est-ce que c'est bon d'utiliser les mots dommage? Ouais, il vaut mieux éviter. Il ne faut pas dire dommage, il faut dire... Mais dommage, ça veut dire juste le contraire de ce qu'on a dit auparavant. Oui, mais je dis comme ça. Je dis, tu fais... Quand si je dis à mon mari, par exemple, voilà, on a des enfants, on vit une vie heureuse, etc. Et dommage que ça soit passé comme ça à ce moment-là, parce que ça a entaché notre vie de couple. Alors dans ce cas-là, il va dire, ah oui, tu as raison, on a une belle vie, dommage que... D'accord? Donc je vois le portrait positif de mon existence, et là je dis, tiens, il y a une tâche, on va la nettoyer. Mais si je ne parle pas de ce qui est bien, il va croire que ce qui est mal est toujours mal. Ça va? Et d'un côté, ça le renvoie à l'idée qu'il n'est pas le mari idéal. Alors qu'il fait des efforts, etc. On n'est jamais capable de dire Chazak, mais. Vous avez compris? Toujours, on est toujours comme un enfant, il fait des devoirs, des fois ça marche pas, on dit, t'es nul. Voilà, et encore une fois, vous avez compris? Encore une fois, tu as raté ton truc, voilà, comme d'habitude, encore une fois.
Vous avez compris, il faut faire attention. Et nous, on croit qu'en lui disant, ben, encore une fois, on va bien le couler, comme ça il va avoir envie de nager, il va bien se débrouiller. En coulant les gens, nous on pense qu'en coulant les gens, ils vont apprendre à nager. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Tu l'écoutes bien, tu vois qu'il va se forcer, il va nager. Alors qu'on aurait pu leur apprendre à nager avec un plus d'équilibre. Pourquoi on est obligé de faire couler les gens pour leur apprendre à nager? Comme si que quoi? Que j'ai pas le temps. Vous avez compris? J'ai pas le temps, moi. J'ai pas de patience. Il faut qu'on arrive au résultat sans passer par toutes les formalités, toutes les modalités qui vont derrière. Donc les Sarah dit, tu vois, t'as vu, il t'a écouté, t'as vu, t'as été dur. Quand t'es gentil, il t'écoute pas. Mais quand t'es dur, t'as vu, il t'écoute. Et moi, je crois que c'est la seule manière et la seule formule qui permet de faire changer les gens. Alors que c'est complètement faux. Ça va marcher une fois, mais jamais deux. Parce que la personne, à la fin, elle va se rebeller. Gardez toujours en tête qu'une dictature, ça ne marche pas. Ça marchera, ça peut marcher 30 ans. Mais à la fin, les gens se révolutionnent. Ça n'a pas d'avenir. Donc quand j'impose quelque chose, je suis un dictateur. Ça va? Quand je dis c'est comme ça, et c'est pas comme ça, et c'est comme ça, sans explication, et que c'est contre nature de la personne, mais je m'en fiche, parce que ça doit être comme ça va? À un moment donné, ça va craquer. C'est normal. Parce que la personne ne se sent pas respectée pour ce qu'elle est. On lui demande de faire des efforts sans avoir été complimenté de ce qu'elle a fait. C'est très dur, ça. Je suis prêt à faire des efforts parce que je sais qu'elle va changer grâce à moi, et que je vais changer grâce à elle. Et je serai toujours mieux. En fait, on va se débarrasser de ce qui nous sépare. C'est ça que je vous explique. La vie de couple, c'est une manière d'arriver à des tzadikim. Ça veut dire quoi? Je sais que j'ai des problèmes, je sais que j'ai des défauts, mais j'arrive pas à les traiter tout seul. Eh ben avec mes enfants, je vais les traiter, ces problèmes. Avec mon mari, je vais les traiter, ces problèmes. On va être heureux de se séparer de ce qui nous sépare. En fait, quand j'expose quelque chose à ma femme ou à mon mari, je lui dis, voilà, écoute, là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va? Alors je dis, ben écoute, alors débrouille-toi. Ou je lui dis, tu te rends compte, voilà, on est très bien ensemble, il y a juste ces points-là qui nous séparent. Mais c'est des points fondamentaux de Avodat Hashem. Tu te rends compte que si on arrive à se débarrasser, on sera un couple soudé. Que en fait, comment on dire, la résistance à ce qui nous fait souffrir nous permet de combler un manque qui va nous rendre heureux. Si je dis, voilà, il y a ça et j'ai aucune résistance, et je lui envoie en pleine figure, ouais, il va peut-être changer, mais il sera pas heureux. Ouais. Et au mieux, et au pire, il changera jamais. Ça va? Donc c'est dommage. Mais moi, ce que je veux, c'est pas ça, c'est pas vivre malheureuse. Quand un homme, il voit sa femme faire la tête, il va dire, elle est folle. Mais c'est dommage parce que son comportement engendre qu'il est malheureux avec elle. Parce qu'elle est malheureuse. Il vit à la maison avec quelqu'un qui est malheureux, c'est pas viable. Alors je vais lui dire, ben, si elle est malheureuse, il y a un problème. Et moi, je perds et elle perd. Alors c'est dommage qu'on perd tous les deux, c'est dommage, oui. Donc faisons ça de façon intelligente. Même de façon sociable et intelligemment, en disant, j'ai plus à gagner d'avoir mon mari en face de moi qui a un sourire qui rentre à la maison que l'inverse. Donc quand je sais que je vais arriver à ce qu'il n'arrive pas à sourire, c'est moi qui ai perdu. C'est moi qui ai perdu. C'est pas lui qui perd, c'est moi qui ai perdu. Pensez-le comme ça. Comment je vais formuler la chose pour arriver à faire que il va entendre ce que je vais lui dire? Comment je vais lui dire, tout en sachant que ce que je vais lui dire va peut-être le vexer, mais comment je vais faire en sorte qu'il va accepter ce que je vais lui dire? C'est mon problème de femme et c'est mon problème de mari en couple. Comment je vais lui formuler quelque chose qui est désobligeant à entendre et qui va quand même l'entendre? Si je mets pas des fleurs dessus, il va pas le voir. Ça va? Il va voir l'inverse. Donc il faut dire, je suis heureuse, je suis machin. Il faut répéter à son mari, je suis heureuse avec toi. Et là, vous allez voir qu'il va être fier de lui. Et quand vous lui direz, tu vois ce que tu m'as dit hier, ça m'a bien gêné. Ah, excuse-moi, je ne savais pas. Écoute, moi c'est comme ça que je parle, mais bon, je vais essayer de changer. Ça encourage les gens à faire. Ça va? Et l'inverse n'encourage personne à faire. Et c'est rien à faire. C'est rien. C'est rien du tout. C'est juste la forme. On est en fait attaché à la forme. Et la forme, on croit que c'est secondaire, mais c'est fondamental. La façon de forme, toujours encourager. On a plus à gagner d'encourager ses enfants à faire. Tu dis, voilà, tu as réussi ça, super et tout, mais tu verras que quand tu réussiras encore à faire ça et ça, tu verras que ta note va augmenter. Mais toujours dans le côté positif. Il faut encourager les gens à faire. Et quand on fait un effort, c'est contre nature. C'est dur être obligé d'entendre des réprimandes et de demander encore de faire des efforts malgré qu'on nous a cassés moralement. C'est dur, ça. Alors que si on s'emploie à le faire de façon positive, eh ben on encourage la personne à vouloir faire des efforts parce qu'elle sait qu'elle va... Et je vais avoir le sourire de ma femme, je vais avoir le sourire de mon mari, au bout, c'est super. Et je me sens respecté, je l'ai senti être respecté par ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de faire un effort pour moi, et il l'a fait avec plaisir parce qu'il sait que ça va aboutir à quelque chose de positif entre nous. Mais dans cet esprit-là, j'ai gagné que j'ai cassé mon yetzer, et j'ai gagné que je me suis débarré d'un truc qui nous gênait tous les deux. Et on avance comme ça, c'est comme ça qu'on avance.
C'est comme ça qu'on doit évoluer en couple. Il faut le faire de façon intelligente. Ouais. Pas tomber dans le piège du etc. De faire croire qu'on doit absolument dire des vérités. Mais le reproche n'est pas... Le reproche, c'est pas une vérité en soi. Le reproche, c'est que la vérité, c'est que la personne, elle arrive à changer par ce que je vais lui dire. Pas que je vais lui dire qu'elle a un problème. Nous, on croit qu'on doit calquer une étiquette sur une personne. Non. On doit amener à ce que la personne, elle change dans sa tête pour arriver à changer un comportement. Il faut avoir la patience d'attendre. C'est pas du tac au tac. C'est pas en une seconde, ça va se passer. Mais je sais que dans cet esprit-là, on va arriver à quelque chose un jour. Le temps que ça prendra, je sais pas. Mais j'ai de la patience, parce que j'aime. J'aime mon mari, c'est pas que je m'aime à travers mon mari, c'est ça qu'il faut faire la nuance. Je suis heureuse d'être femme parce que j'ai un mari en face de moi. Donc il sert à quoi? À me rappeler que je suis femme. Non. Il faut que je suis heureuse, parce que je le rends heureux. Ça n'a rien à voir. Oui? C'est comme, vous avez compris? C'est comme le Rav Dessler, il dit à quelqu'un, tu aimes le poulet grillé? Il dit, le poulet grillé, j'adore. Mais si tu l'aimes et tu l'adores, pourquoi tu l'as tué alors? J'ai pas compris. Oui. En fait, je m'adore à travers le poulet, j'adore ce que je mange. Mais il faut faire attention qu'on coupe. Il faut faire attention de ne pas aimer parce qu'on a quelqu'un en face de soi. Il faut aimer pour quelque chose, pas aimer par quelque chose. Faire attention à la nuance. J'aime, parce que quand ça va pas, on se met en colère. C'est pas normal, donc tu l'aimes ou tu l'aimes pas, je comprends pas. En fait, je l'aime, je m'aime quand il est bien, et je suis fier d'être femme quand il est. Mais quand il va bien, je l'aime pas, donc je m'aime pas. Et là, je lui dis en pleine figure, ce qui me fait mal, parce que là, je l'aime pas, cet homme-là. Je dis, mais si tu l'aimes, alors c'est l'inverse, si tu l'aimes, tu devrais... Comme tu aimes tes enfants, quand ça va pas à l'école, tu dis pas, ils sont nuls, je les mets à la poubelle. Non, quand je les aime, je vais essayer de les aider à changer. Pas l'inverse. C'est pas que je m'aime. Comme on préconise le redoublement. Comment le redoublement? Non, il va travailler, vous inquiétez pas, on va s'arranger. Parce que tu te sens gêné de ne pas être fier d'avoir un enfant qui va redoubler. Mais lui, il va souffrir, le pauvre. Parce qu'il va retourner à l'école, c'est compliqué, pour lui, c'est un cauchemar, il n'a pas les acquis, machin. Mais c'est pour qui que tu as des enfants? C'est pour toi ou pour lui? On a pour soi-même, c'est grave quand même. Il faut arrêter de penser qu'à soi. Il faut commencer à comprendre un jour que c'est la personne qui est en souffrance qui doit... Mon amour n'a de sens qu'aider la personne. Et pas de me sentir bien parce que j'ai quelque chose en face de moi qui me rehausse mon statut de femme ou de mère ou de je sais pas quoi. Vous avez compris? Il faut faire attention comment on parle parce que toujours l'objectif c'est l'autre. Je veux que mon mari arrive à quelque chose de bien. Et comment je vais lui formuler pour qu'il arrive à atteindre ça? Sans lui faire honte et sans qu'il refuse et quand. Et c'est comme ça qu'on avance. Vous allez voir que quand vous respectez les gens, ils vous embrasseront les pieds. Parce que vous les respectez. Ils feront des pieds et des mains pour vous parce que vous les respectez. C'est comme ça. Les gens que vous ne respectez pas, ils feront rien pour vous, zéro. Et même, ça va faire pire, c'est ça qui crée des fractures. C'est Klagadobatora, c'est un Klagadol. C'est une règle humaine obligatoire. On doit respecter les gens parce qu'on a une neshama. La personne en face de moi, elle a une neshama. Je la respecte. C'est les Melokim. C'est comme ça. C'est pas un chien, c'est pas un canard, c'est les Melokim. Je respecte la personne. Et comme je le respecte, bon, il y a des défauts dans ce que je respecte, mais on va les corriger, t'inquiète pas, ça va. On prendra le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Et là, c'est là qu'on devient un vrai couple. Razak. Razak, mesdames.